OK, ça a l'air d'être bon. Tout le monde m'entend, c'est bon? Est-ce que c'est bon? OK, parfait. Eh bien, bonjour, bienvenue, à ce forum de la formation vétérinaire de l'ENVA. Vous allez assister ici à la conférence NAC et faune sauvage, loin des clichés, présentée par les professeurs Pascal Arnay et Thomas Couteau. Je vous rappelle que les consignes liées à la visio sont de couper tous les micros et toutes les caméras et de poser toutes vos questions dans le chat. Si vous avez, je les regrouperai en fin de présentation. Et donc, la présentation durera 30 minutes et le reste sera dédié aux échanges. Voilà, je cède la parole au professeur Arnay. Merci beaucoup et merci de m'avoir convié à ce forum. Donc, je me présente rapidement. Je suis Pascal Arnay, je suis enseignant de zootechnie, donc tout ce qui concerne les élevages et mon autre casquette, je suis le directeur du centre de soins des animaux de la faune sauvage de l'école vétérinaire d'Alfort. Donc, on m'a demandé de vous parler du vétérinaire faune sauvage. Ce que je vais faire, c'est dresser un panorama des différentes situations dans lesquelles un vétérinaire peut être confronté à la faune sauvage. Donc, c'est des éléments assez théoriques de catégorisation des différentes situations qui peuvent effectivement exposer le vétérinaire à ce type de situation. Et puis ensuite, Thomas va vous parler de son parcours. Et donc, ça incarnera de manière beaucoup plus pratique, finalement, ce que peut faire un vétérinaire lorsqu'il s'intéresse aux nouveaux animaux de compagnie et à la faune sauvage. Alors, vous reconnaissez sans doute pas ce lion qui, pour les gens de ma génération, est célébrissime. C'est le fameux lion qui louche, Clarence de la série Dactari. On a parlé à l'époque, c'était les années 60-70, d'une génération d'Actari. Donc, c'était le vétérinaire qui travaillait en Afrique en lien avec la faune sauvage. Maintenant, il y a de multiples incarnations qui peuvent guider les vétérinaires ou les futurs vétérinaires vers la faune sauvage. Alors, c'est le rêve de beaucoup d'étudiants, effectivement, lorsqu'on fait des sondages en début de scolarité, un pourcentage important d'étudiants se déclarent d'emblée intéressés par une activité en lien avec la faune sauvage, mais au fil de la scolarité, le cursus passant, ben, finalement, il n'y a qu'une minorité d'étudiants qui, finalement, ont conservé cette intention primaire et souhaitent s'investir dans la faune sauvage. Alors ça s'explique notamment par deux éléments. Le premier, c'est qu'on découvre en fait que le métier de vétérinaire, c'est un métier qui offre de multiples activités, de multiples facettes, et donc on peut se découvrir d'autres passions au cours du cursus. Et puis ensuite, on s'aperçoit que concrètement, les activités en lien avec la faune sauvage sont plutôt des activités de niche. Donc il faut vraiment être déterminé pour faire la faune sauvage. Thomas pourra vous en parler plus concrètement, mais il y a de la place. Il y a quelques places pour les gens qui souhaitent s'investir à condition d'être très déterminés. Donc bien sûr, le vétérinaire a une place légitime dans les problématiques touchant à la faune sauvage, et ce d'autant plus qu'un nouveau concept a émergé dans les années 2010, vous en avez peut-être entendu parler, une seule santé, qui parle de globalisation finalement des risques de transmission de maladies qui peuvent intéresser les animaux domestiques, les animaux sauvages, et puis l'homme également, et puis aussi intégrer une facette santé pour santé de l'environnement. Donc le vétérinaire est remarquablement bien placé pour traiter de ces questions parce qu'effectivement, le vétérinaire, par définition, s'intéresse à tous les animaux sans exclusive et intégrer finalement une autre espèce qu'est l'homme dans les risques de transmission et l'émergence de maladies de type zoonotique, le vétérinaire a tout à fait sa place dans ce type d'approche. Donc, je vais vous parler des opportunités qui sont possibles d'exercer en lien avec la faune sauvage. Ces opportunités sont rares, mais elles existent dans des domaines variés et avec des parcours différenciés à envisager selon le type de faune sauvage auquel on peut s'intéresser. En fait, on peut faire une première grande catégorisation qui est celle de la faune sauvage, selon qu'on s'intéresse à la faune sauvage captive. En gros, c'est une faune sauvage pour laquelle il existe un propriétaire, et puis la faune sauvage libre. Donc, ce sont les deux grandes catégories dans lesquelles les vétérinaires peuvent être amenés à évoluer, mais avec des activités qui seront différentes par nature. Et puis, il y a une autre catégorisation qui peut être importante à signaler, c'est le fait qu'on peut exercer en lien avec les faunes sauvages, soit en étant un vétérinaire que je qualifierais de généraliste, disons un vétérinaire qui a simplement son diplôme de docteur vétérinaire à la sortie de l'école vétérinaire, ou on peut aller beaucoup plus loin
dans l'acquisition des compétences et des connaissances et devenir un spécialiste. Alors, lorsqu'on parle de vétérinaire spécialiste, ça répond vraiment à une définition précise qui nécessite un engagement important puisqu'il va falloir poursuivre les études au-delà de l'obtention du titre de docteur vétérinaire pendant 4 années, suivre un internat et un résidanat. Là aussi, Thomas pourra vous en parler plus concrètement. Et ensuite, passer un examen difficile qui va vous permettre d'acquérir ce titre de spécialiste. Donc, lorsqu'on parle de vétérinaire spécialiste, ça a un sens bien précis, voilà, dont je viens de parler. Alors, une des premières opportunités que l'on peut avoir d'exercer avec des animaux sauvages, c'est dans le cadre d'une pratique de clientèle qui peut être soit généraliste, soit spécialisée, et donc qui va concerner le fait d'accueillir des animaux sauvages. Donc, ils ont un statut d'animaux sauvages tout en ayant un propriétaire. Donc là, c'est de la médecine individuelle, la chirurgie, la médecine des animaux sauvages. Et donc, on parle pour ces espèces-là de nouveaux animaux de compagnie, avec là encore deux possibilités d'exercer, soit en étant un vétérinaire qui a une pratique, une clientèle habituelle de chiens et de chats, et avec une diversification de l'activité. Vous recevez quelques nouveaux animaux de compagnie qui peuvent avoir, je le répète, un statut sauvage. Soit vous souhaitez vous engager beaucoup plus avant dans cette activité. Dans ces cas-là, il faut partir dans le circuit de spécialisation, dont je répète qu'il nécessite un investissement conséquent, puisqu'il va falloir vous engager dans un internat, puis un résidanat, et ensuite obtenir le diplôme du Collège européen. Donc c'est une des premières opportunités, une opportunité qui est finalement relativement commune dans le métier de vétérinaire. Alors, une activité de niche, il ne faut pas oublier non plus que les animaux sauvages peuvent être des animaux d'élevage aussi, donc pour un certain nombre d'espèces. Donc, vous avez quelques exemples ici, ça peut être les sangliers, les autruches, les bisons, il y a quelques élevages de ces espèces, les daims, les gibiers d'élevage. Donc, des vétérinaires, généralement des vétérinaires de pratique rurale, peuvent être amenés dans le cadre de leur activité à encadrer ce type d'élevage et donc intervenir concrètement avec des animaux qui relèvent également de la faune sauvage, mais de la faune sauvage captive là encore. Un autre cas de figure auquel on pense plus spontanément, je pense lorsqu'on s'intéresse à la faune sauvage captive, c'est bien sûr les animaux de parcs zoologiques ou qu'on va retrouver dans les aquariums, avec une diversité d'activités aussi qui fait que c'est une activité très riche qui demande d'avoir des vétérinaires extrêmement complets puisqu'il va y avoir à la fois de la médecine individuelle, mais aussi la gestion de population, la gestion de collection de façon à ce que les animaux ne tombent pas malades. Et bien sûr, c'est aussi caractérisé par une écrasante diversité des espèces, donc qui demandent vraiment beaucoup de compétences. Alors jusqu'à relativement récemment, des vétérinaires qui sortaient de l'école selon les opportunités, pouvaient accéder à ce type d'activité, mais de plus en plus maintenant, les parcs zoologiques vont recruter des vétérinaires qui ont un diplôme de collège européen, donc qui se sont engagés dans ce processus de spécialisation parce qu'effectivement, le niveau de compétences exigé dans les parcs zoologiques devient de plus en plus important et donc c'est de plus en plus difficile d'y accéder avec un simple diplôme de docteur vétérinaire. Alors, ce qui va faire la transition entre faune sauvage captive et faune sauvage non captive, c'est les vétérinaires qui peuvent intervenir en centre de soins aux animaux de la faune sauvage. Donc, le centre de soins, comme celui que je dirige, ce sont des structures qui sont tout à fait particulières, puisqu'en fait, elles vont prendre en charge des animaux sauvages, donc des animaux qui viennent du milieu extérieur. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser non pas à des animaux exotiques, mais à des animaux de la faune sauvage autochtone ou de la faune sauvage européenne qui ont été prélevés dans le milieu naturel parce qu'ils étaient en situation de détresse et qui vont être pris en charge de façon à ce que l'on puisse ensuite les remettre dans le milieu naturel. Donc on est vraiment dans une situation tout à fait particulière parce qu'il s'agit là de détention momentanée et de détention qui va être conditionnée au fait que l'animal puisse être remis dans le milieu naturel. Alors ça, c'est une activité qui est extrêmement motivante, relâcher des animaux dans le milieu naturel. Tous les centres de soins doivent fonctionner avec un vétérinaire. Dans la réalité, la plupart des centres de soins n'ont pas les moyens de salarier des vétérinaires. Il y a 3-4 centres de soins qui ont des vétérinaires en permanence, dont 3 qui se trouvent dans 3 écoles vétérinaires. Donc c'est une activité vraiment de niche et la plupart des vétérinaires qui peuvent travailler
en lien avec les centres de soins sont des vétérinaires intéressés par ce type d'activité, qui exercent une activité en chien et chat ou en rural et qui vont participer à l'activité du centre de soins sur demande de celui-ci. Donc là, vétérinaire généraliste, ça peut être aussi un vétérinaire spécialiste, mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est effectivement extrêmement difficile de trouver place, au moins en France, dans les centres de soins, faute de moyens de leur part. Pour la faune sauvage non captive, eh bien là, il y a aussi une autre activité qui peut être intéressante, mais là, on va sortir un petit peu du registre du vétérinaire qui va soigner les animaux. Là, c'est plutôt des vétérinaires qui sont intéressés par le côté recherche. Il y a un certain nombre de vétérinaires qui vont s'investir dans la recherche sur des parcours longs qui vont nécessiter cette fois-ci pas de s'engager dans un processus de spécialisation, mais qui vont s'intéresser à un parcours plutôt universitaire en réalisant un Master 2 et ensuite en réalisant une thèse universitaire dans des domaines de spécialité qui vont sortir du cadre de la médecine vétérinaire et qui vont être des cadres élargis à l'écologie, par exemple, donc devenir des spécialistes en éthologie, toxicologie ou épidémiologie. Là, c'est plus en lien effectivement avec les compétences vétérinaires initiales. Mais donc, ça va nécessiter d'acquérir une double culture, une double compétence, et notamment des compétences solides en matière scientifique, en matière de recherche, et qui vont permettre effectivement de suivre, de s'intéresser à la faune sauvage non captive. Et dans ces cas-là, il y a moins d'activités de soins, c'est plutôt une activité d'étude des populations dans le milieu naturel. Et pour les parties plutôt vétérinaires, connectées vétérinaires, ça peut être aussi la réalisation, par exemple, d'autopsies, des études de terrain qui vont intégrer des captures d'animaux et des soins ou éventuellement des autopsies sur les cadavres qui pourraient être retrouvés. Donc là aussi, c'est une autre activité, mais qui est beaucoup moins connectée aux soins. C'est plus les vétérinaires qui sont intéressés par les aspects recherche, donc moins exposés aux soins. Alors, ces activités à temps plein sont malgré tout relativement limitées. Je l'ai dit, c'est plutôt des activités de niche. Bon, peut-être moins pour ce qui concerne les parcs zoologiques, même si les places sont réservées, et pour les nouveaux animaux de compagnie. Mais pour ce qui est de la recherche, là aussi, c'est des opportunités en faible nombre. Et pour le travail en centre de soins, je vous ai dit que c'était très compliqué d'obtenir une activité à 100% dans les centres de soins. Néanmoins, il peut exister de multiples opportunités pour des vétérinaires qui exercent leur métier dans le cadre de clientèle classique, chez un chat rural ou mixte, et qui, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont des opportunités en lien avec leur localisation, la proximité de centres de soins, la proximité de la mer, par exemple, et bien de réaliser des activités qui vont être connectées à la faune sauvage. Donc ça peut être l'accueil occasionnel d'animaux de la faune sauvage, ça peut être des vétérinaires de zoo sur un zoo qui peut pas avoir, qui peut pas salarier un vétérinaire à temps complet, donc des petites structures qui vont faire appel au vétérinaire local. Ça peut être des vétérinaires donc, qui vont intervenir dans des centres de soins aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Des vétérinaires qui peuvent être impliqués dans des programmes de conservation d'espèces, qui vont être utiles, par exemple, pour aller réaliser des, euh, des anesthésies d'animaux dans des programmes de recherche. Ça peut être des vétérinaires pompiers aussi. Il existe des vétérinaires pompiers qui interviennent sur le sauvetage d'animaux, qui peuvent être d'ailleurs domestiques ou sauvages. Ça peut être les vétérinaires qui font partie du réseau d'échouage et qui vont notamment participer au relevé que l'on peut être amené à réaliser lorsqu'il y a des animaux, des cétacés par exemple, ou des cétacés qui vont venir s'échouer à ce niveau-là. Alors, un paradoxe peut-être de la formation, c'est que la formation en faune sauvage n'est pas forcément très développée, même si elle a tendance nettement à se développer dans les différentes ENV avec des programmes qui se mettent en place, mais ça reste là aussi une activité qui, consacrée purement aux activités de faune sauvage, reste relativement limitée. Et pour autant, l'activité en lien avec la faune sauvage est tellement diversifiée qu'en fait, elle appelle des connaissances solides qui vont être constituées sur les compétences et les connaissances que l'on va acquérir tout au long du cursus sur les autres espèces. Parce que finalement, pour être bon en faune sauvage, eh bien, il faut développer notamment une forte polyvalence, une forte capacité à pouvoir travailler sur des espèces différentes. Développer des aptitudes en médecine individuelle, en médecine collective ou de population, en physiologie et pathologie comparée. On est amené à traiter beaucoup d'espèces et c'est un petit peu mon dada de dire qu'effectivement, la compétence du vétérinaire, c'est notamment
la capacité à travailler sur plusieurs espèces, à comparer justement plusieurs espèces. Tout vous sera utile, les connaissances en épidémiologie, en infectiologie, en zootechnie, en nutrition. Et pour l'illustrer, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'espèces, notamment d'espèces domestiques, pour lesquelles on trouve des parents sauvages avec lesquels on peut être amené à travailler. Et donc finalement, toutes les connaissances qu'on va acquérir sur les animaux domestiques pourront être utiles pour devenir compétents pour ce qui concerne les animaux sauvages. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vais laisser la main à Thomas, et puis ensuite, je serai ravi de répondre à vos questions. Merci Pascal pour cette première partie. Je vais vous présenter ma partie à moi. Alors j'essaie juste de partager mon écran. Et une fois que ce sera fait, tac, tac, tac. Je ne sais pas pourquoi il n'y apparaît pas. Ah, si c'est bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon. Ok. Donc moi, je vais vous parler, vous faire une présentation un petit peu plus personnelle. Donc voilà, Pascal vous a présenté un petit peu les généralités sur ce que ça peut vouloir dire d'être vétérinaire en lien avec les animaux de la faune sauvage. Et puis moi, je vais prendre exemple sur mon parcours personnel pour vous donner un petit peu un exemple d'un parcours possible, hein. Alors, il y en a une multitude, bien évidemment. C'est juste pour ancrer un petit peu les choses dans quelque chose d'un peu plus concret. Euh, donc, donc voilà, mes vétérinaires en médecine zoologique, hein, je vais vous présenter un petit peu en quoi ça consiste. Donc je vais déjà me présenter, moi c'est Thomas Coutan, donc je suis docteur en médecine vétérinaire et je suis spécialiste européen en médecine et chirurgie des oiseaux. Donc les fameuses spécialisations que vous mentionnez Pascal. Voilà, donc moi j'en ai suivi une en médecine des oiseaux et donc je suis actuellement diplômé. Et je suis actuellement chef du service SNAC, donc des nouveaux animaux de compagnie, à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, donc à l'hôpital universitaire. Donc peut-être quelque chose qui vous parle un peu tous, là, qui vous posait la question de peut-être rentrer dans des études vétérinaires. Pourquoi est-ce que j'ai voulu être vétérinaire? Pour ma part, depuis tout petit, j'ai toujours été passionné d'oiseaux, hein. Je les observais déjà à chaque fois que je partais en vacances avec mes parents. Et puis, j'ai aussi été très inspiré par cet homme-là que vous avez peut-être reconnu pour certains, donc Monsieur David Attenborough, qui est un grand documentaliste anglais, qui m'a aussi transmis sa passion pour les animaux et sa fascination pour notamment les oiseaux. Je suis rentré dans le monde aviaire via la fauconnerie. Donc, quand j'étais plus jeune, à la base, un de mes objectifs était de devenir fauconnier. J'ai fait de nombreux stages dans ce domaine avant de réaliser que pour essayer de trouver un métier qui me permettait d'allier ma passion des oiseaux avec quelque chose d'un petit peu plus scientifique, ce qui m'attirait aussi, le métier de vétérinaire était tout tracé. Donc, en termes de parcours académique, j'ai fait quelque chose d'assez classique, hein. Après le bac, j'ai suivi 2 ans en prépa BCPST. La voie post-bac n'existait pas à l'époque. À l'issue de ces 2 ans, j'ai pu passer le concours de médecine vétérinaire pour pouvoir rentrer à l'ENVA, donc à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, pour suivre un cursus finalement de tronc commun, hein, en médecine vétérinaire. Donc, on commence généralement les premières années par des disciplines très théoriques, hein, comme vous pouvez voir en haut à droite lors de ce TP d'anatomie, par exemple, avant petit à petit de monter dans des compétences plus pratiques, hein, directement en consultation, soit au sein de l'hôpital vétérinaire, enfin de l'hôpital universitaire qui est présent sur site, soit au sein de stages, notamment pour tout ce qui est partie plus animaux de production, par exemple. Ça m'a permis également d'avoir un parcours renforcé en ce qui m'intéressait le plus, hein, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, et notamment les oiseaux. Donc en NAC, où j'ai pu faire des rotations cliniques à la fois durant le tronc commun, mais il y avait aussi possibilité d'y faire des stages et d'avoir des rotations optionnelles, ce que j'ai pu faire. L'ENVA propose aussi, via centre hospitalier universitaire de faune sauvage, dont Pascal est directeur, des rotations, donc qui sont maintenant obligatoires. À l'époque, elles étaient optionnelles, ainsi que des stages. Vraiment
pour la pratique de la médecine de la faune sauvage, donc au sein du centre hospitalier de faune sauvage. J'ai pu également effectuer ma thèse durant ces études, ma thèse vétérinaire qui a porté sur les perroquets. Ce n'est pas coutume, je suis toujours passionné d'oiseaux. Donc j'ai pu développer un test de tempérament chez le perroquet. Donc là, vous avez quelques images issues de ma thèse. Donc on plaçait le perroquet dans une pièce qu'il ne connaissait pas, dans des situations un peu inconnues pour lui, pour observer ses réactions et montrer, par exemple, que les gris du Gabon, qui sont une des deux espèces que je testais, avaient tendance à être un petit peu moins anxieux finalement et vigilants que les Amazones à front bleu, donc, qui était l'autre espèce que je testais. Donc voilà, vraiment, ça a été mes débuts. Également dans des programmes de recherche, en fait, parce que, encore une fois, le métier de vétérinaire mène à beaucoup de choses et assez vaste. Ce qui m'a permis de publier d'ailleurs ces travaux par la suite. À la fin de mes études, souhaitant me spécialiser en médecine aviaire, j'ai suivi le parcours que Pascal vous a mentionné, c'est-à-dire internat, résidanat. Donc j'ai commencé par un internat qui est une année supplémentaire qu'on fait, qui est rotatoire, c'est-à-dire on va faire des rotations dans différents services. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un internat vraiment en nouveaux animaux de compagnie. C'était quelque chose qui n'existait pas en France à l'époque, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Mais ça, on pourra en reparler. Et donc, voilà, j'ai pu encore approfondir mes connaissances en médecine d'ENAC un an supplémentaire après mes études. Pour pouvoir, donc, cet internat m'a permis à la fois de faire des nouveaux animaux de compagnie, j'ai pu garder un contact avec la faune sauvage via le centre des oiseaux de proie qu'il y avait à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, donc j'ai effectué mon internat. Et donc, ça m'amène à vous mentionner un petit peu ce qu'est finalement un vétérinaire de centre de soins. Pascal l'a un petit peu abordé déjà. Les objectifs sont multiples. Ça va être avant tout de trier, malheureusement, les animaux, c'est-à-dire de savoir lesquels vont pouvoir être amenés à être relâchés par la suite à des soins et lesquels ne le pourront pas, et auquel cas, malheureusement, ça veut dire que leurs blessures ou leurs maladies sont trop graves et qu'on a le devoir de mettre fin à leur souffrance. Une fois qu'on a sélectionné ceux qu'on pense pourront être amenés à être relâchés, il s'agit bien évidemment de les soigner. Là, ça n'échappe à personne, on est dans le cœur du métier vétérinaire. Mais après, très important, viennent les autres étapes, parce qu'encore une fois, le but, c'est de relâcher l'animal dans la nature. Donc, ça va être de réhabiliter cet animal, de faire en sorte qu'il soit moins habitué à l'homme et qu'il reprenne ses réflexes d'animaux sauvages. Donc, on va pouvoir les installer dans des volières, comme vous voyez en bas à gauche, un petit peu isolés, pour qu'ils reprennent un petit peu leurs instincts sauvages avant de faire cet acte qui est un petit peu la grosse récompense finalement du vétérinaire de centre de soins, qui est le relâcher de l'animal dans la nature. Le vétérinaire de faune sauvage, c'est aussi potentiellement une activité donc à l'étranger de gestion ou même en Europe, de gestion des populations. C'est pas seulement travailler en centre de soins, ça peut être aussi, alors là à plus grande échelle en termes épidémiologiques, de faire du dénombrement, de la recherche pour évaluer l'état des populations, éventuellement des programmes de reproduction, des programmes de sauvegarde, soit au sein des réserves naturelles, soit dans des organismes qui vont étudier un petit peu malheureusement les effets de différentes activités humaines sur cet environnement, de participer à des plans de réintroduction. Donc là, on retrouve un petit peu le croisement entre les centres de soins et puis vraiment la conservation des espèces animales. Et puis avec également un travail dans tout ce qui est développement durable. Mon internat m'a également permis de m'initier à la médecine zoologique, donc à la fois en zoo et en aquarium. Donc, vous voyez, il y a différentes photos d'animaux vis-à-vis desquels j'ai pu être exposé au cours de cette formation. Voilà, donc là vous avez un exemple d'un tatou qu'on avait reçu d'un zoo pour un scanner, histoire de pouvoir voir s'il n'y avait pas éventuellement des fractures au niveau de cet animal à l'intérieur de cet animal, parce qu'avec sa carapace, c'est assez difficile de voir ça simplement par radio. Donc ça m'amène à vous présenter un petit peu ce qu'est un vétérinaire de zoo. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu différent finalement d'un vétérinaire de faune sauvage, parce que le vétérinaire de zoo, lui, va gérer une collection finalement. Le vétérinaire de faune sauvage, le but, c'est de prendre en centre de soins, de prendre des animaux qui sont blessés
pour les amener à être relâchés dans la nature, éventuellement de faire des suivis des populations dans la nature. Le vétérinaire de zoo, lui, il a une collection qui est là, qui est pérenne, au sein au sein d'un zoo. Et le but, ça va être d'entretenir la bonne santé de ces animaux. La bonne santé des animaux, comme finalement pour nous, hein, les hommes, ça va passer avant tout par la prévention. Hein. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc l'idée, ça va être de se focaliser beaucoup sur tout ce qui est zootechnie, les aspects de zootechnie de nutrition, c'est-à-dire de fournir des environnements et des alimentations adaptés aux animaux pour pas qu'ils tombent malades. Va y avoir aussi tout un aspect de reproduction, et notamment parce que certains zoos hébergent des espèces qui sont en danger et qui vont participer à des programmes de réintroduction. Donc, on se retrouve un petit peu à la croisée des chemins entre le vétérinaire de faune sauvage et de zoo. Et puis beaucoup de médecine préventive, hein, comme vous pouvez voir par exemple sur cette photo en bas à droite d'un vétérinaire qui ramasse des échantillons d'excréments pour faire un suivi parasitaire, par exemple. Enfin, au cours de mon internat, j'ai aussi pu continuer dans mes projets de recherche. Donc là, c'est mon projet de recherche d'internat que vous voyez ici. On étudiait l'efficacité d'une poudre qui se transforme en espèce de gel pour aider à la cicatrisation chez les poissons. Donc voilà, on a pris des ongles de fontaine sur lesquels on avait fait des plaies et puis on observait par photographie l'évolution progressive avec ce traitement ou sans le traitement pour voir si c'était efficace. Et par la suite, comme je vous ai dit, pour pouvoir me spécialiser, j'ai suivi un programme de résidence de médecine zoologique en spécialité aviaire, donc au Centre hospitalier vétérinaire Frégis, donc de 2018 à 2011. Donc là, ça a été 3 ans hein, auprès d'un spécialiste déjà diplômé, donc, qui m'a servi de mentor, afin de pouvoir me former vraiment de manière spécialisée au niveau de la médecine des oiseaux. Hein. Donc là, un parcours vraiment renforcé sur ce type de pratique médicale, avec tous les types d'interventions spécifiques que ça implique. Hein. Donc voilà, quelques exemples. Alors ça, c'est une spécialité qui comprend tous les oiseaux, hein, y compris les oiseaux de zoo, donc d'où la diversité que vous pouvez voir sur ces photos. C'est également quelque chose, un programme pendant lequel on nous encourage, voire même on nous demande de faire des projets de recherche. Donc là, je vous ai donné un exemple d'un de mes projets de recherche de résidence. C'était le développement de mesures de référence radiographiques chez les poules de compagnie. Donc voilà, donc vous avez à droite les poules positionnées pour les radios, les différentes radios qu'on a fait. Et puis on en a profité pour faire des radios successives au cours de la journée chez ces poules, pour essayer de voir si la formation de l'œuf à l'intérieur de la poule modifiait ces différentes mesures radiographiques des différents organes de l'animal. Suite à cette résidence, j'ai passé l'examen du Collège européen qui m'a permis d'obtenir le titre de spécialiste avant de revenir à l'école, du coup, à l'école vétérinaire, en tant que chef de service des nouveaux animaux de compagnie. Pour vous présenter rapidement mon service, donc, nous sommes une équipe de 9 personnes, donc composée de deux cliniciens seniors, donc moi-même et mon collègue, le docteur Charlie Pignon, qui lui est spécialisé en médecine des petits mammifères domestiques, c'est-à-dire lapins, rongeurs, furets. Nous avons actuellement 2 résidents, c'est-à-dire des gens qui, sous notre mentoring, sont dans un programme de spécialisation dans leur spécialité respective. Donc le docteur Dimitri Alarcon, donc en petits mammifères, sous le mentorat de Charlie Pignon, et puis le docteur Aram Arslanian sous mon propre mentorat. Comme je vous avais dit, à mon époque, il n'y avait pas d'internat en nouveaux animaux de compagnie qui existait en France. Ceci n'est plus vrai depuis 2 ans. Nous sommes à notre 2e promo d'interne NAC, que vous pouvez voir en bas pour cette année. Et puis nous avons également une ASV spécialisée en NAC au sein de notre service. Qu'est-ce que c'est que le service NAC d'Alfort? C'est avant tout de l'enseignement, bien évidemment. Hein. Nous sommes au niveau d'une école, dans un centre hospitalier universitaire, donc de l'enseignement à la fois en formation initiale, donc via des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, et puis bien évidemment l'encadrement des étudiants lors de leurs dernières années d'études en immersion clinique au sein de notre service. C'est également de la clinique des nouveaux animaux de compagnie. Alors, nouveaux animaux de compagnie, vous vous êtes peut-être posé la question de ce que c'était. Voilà, vous avez donc là plein d'exemples en termes de mammifères. Ça va du lapin au furet, aux divers rongeurs, chinchillas, cochons d'Inde, souris, rats, hamsters, etc. Aux oiseaux. En pratique, on voit beaucoup de perroquets perruches, beaucoup de poules, animaux de basse-cour, quelques oiseaux de proie également. Aux reptiles, avec des tortues, des serpents, des lézards en tout genre, et même des poissons,
On voit régulièrement des poissons. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est surtout des poissons rouges, mais on voit quelques autres espèces également en clinique. Donc, c'est vraiment très, très large. Hein. C'est une diversité d'espèces, finalement, qu'on retrouve au sein de cette pratique. C'est aussi une activité, du coup, clinique, dans le sens où ces animaux, on les soigne et on va leur apporter un niveau de soin qui va être complètement équivalent à ce qu'on peut retrouver chez les chiens et les chats. Hein. C'est tout l'objectif d'un service comme celui qu'on a. Donc avec une possibilité de donner des soins intensifs à ces animaux, de faire des examens complémentaires en tout genre. Donc là, vous avez des exemples d'analyse microscopique, de sang et puis de parasites pour les deux premières. On peut faire de l'imagerie, de la radiographie, ou même de l'imagerie plus avancée comme l'échographie en bas au milieu sur ce varan, ou de la reconstruction 3D de scanner sur ce crâne de cochon d'Inde. Des petites interventions de dentisterie, comme en bas à gauche par exemple sur ce chinchilla, ou des interventions un petit peu plus compliquées en chirurgie, en endoscopie. Donc par exemple en haut à droite, vous avez un bel exemple de vue endoscopique d'un poumon de serpent. Donc voilà. Des techniques plus avancées aussi, en bas au milieu, c'est un IRM de pillargue, donc l'aigle américain. Donc voilà, pour vous dire qu'on peut vraiment faire de la médecine aussi pointue que ce qu'on fait en médecine des animaux, des carnivores domestiques, donc des chiens et des chats. Le principe d'un service NAC, c'est aussi d'être dans une approche collaborative avec les différentes autres spécialités. Donc là, vous avez un exemple de collaboration avec le service de cardiologie, avec une échocardiographie sur ce petit hamster qui est dans mes mains, ou un électrocardiogramme sur cette poule. Avec le service d'ophtalmologie à gauche, on fait un examen ophtalmologique sur un caméléon, donc pas forcément facile vu qu'il bouge les yeux tout le temps dans tous les sens, ou de chirurgie avec une reconstruction anale chez cette souris. C'est également de la recherche, avec divers projets de recherche pour nos résidents, mais même pour nous-mêmes. Donc voilà, en bas à droite, par exemple, c'était un projet qu'on avait en collaboration avec Pascal, justement, au Centre de faune sauvage, où on testait un petit outil qui s'applique sur le smartphone pour pouvoir évaluer l'état du fond d'œil, donc ce qu'il y a au fond de l'œil chez les oiseaux. Cette recherche, le but, c'est également de la diffuser auprès de nos confrères via divers événements type congrès, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et puis également de transmettre nos connaissances en tant que spécialistes auprès des autres vétérinaires, donc des vétérinaires qui sont pas spécialistes du coup, donc qui sont généralistes pour la plupart, au travers de diverses formations. Donc, notamment à l'école vétérinaire, on propose un diplôme d'école à la suite des études vétérinaires pour s'approfondir un petit peu également la question en nouveaux animaux de compagnie. Donc s'il y a une conclusion que je voulais vous donner ici, c'est Pascal vous l'a mentionné, être vétérinaire de faune sauvage, zoo, ça peut être assez compliqué. Les places sont chères, il n'y a pas beaucoup de places, pas beaucoup de moyens également qui sont alloués là-dedans. Mais ça existe. Il faut construire son parcours. Je vous ai donné un exemple de parcours, alors un parcours assez standard académique pour ma part, mais comme je vous dis, il y a autant de parcours que de vétérinaires finalement. L'idée, c'est vraiment de s'en donner les moyens, de savoir ce qui vous intéresse, savoir qu'il n'y a pas qu'un seul métier de vétérinaire. Même en médecine zoologique, vous avez vu, il y a le vétérinaire de faune sauvage, que ce soit en centre de soins ou au niveau de suivi de population, c'est deux choses complètement différentes. Le vétérinaire de zoo, le vétérinaire de nouveaux animaux de compagnie, et puis tous les intermédiaires possibles. Vous avez des vétérinaires de nouveaux animaux de compagnie qui vont intervenir ponctuellement dans des zoos, par exemple. Des vétérinaires de zoo qui vont aussi accueillir un petit peu de faune sauvage. Enfin voilà, tout s'intercroise finalement. Si j'ai un conseil à vous donner en tout cas, c'est faites des stages. Faites un maximum de stages dans ces différents domaines, déjà pour voir ce qui vous plaît, voir comment vous voulez construire votre carrière, pouvoir choisir votre métier, et puis également pour vous faire des contacts, pour par la suite pouvoir continuer à évoluer et puis postuler pour différents programmes. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'ai cru voir qu'il y en avait un certain nombre qui sont passés. Merci beaucoup pour ces présentations. Effectivement, il y a déjà eu quelques questions de poser. J'incite les participants à en poser encore dans le chat. On peut peut-être commencer par des questions un peu générales. Il y a eu beaucoup de questions sur les internats et les résidanats.
Donc, comment trouver un internat, comment entrer dans un internat? Est-ce qu'il y a plusieurs internats possibles pour travailler dans la faune sauvage ou dans les NAC? Je vais peut-être prendre ces questions-là sur les internats résidences. Pour ce qui est d'internat en faune sauvage NAC, donc ça dépend des pays dans lesquels vous voulez aller, mais effectivement, on a plusieurs pays francophones qui en proposent. À l'heure actuelle, en France, il y a un internat NAC qui est proposé donc, dans 3 des écoles, à Alfort, Toulouse et Nantes à l'heure actuelle. Et on est à 9 internes par an. C'est un concours commun. Donc, qui se passe en 6e année d'études vétérinaires. Il y a il y a une épreuve de dossier en quelque sorte. Vous voyez un dossier classique avec lettre de motivation, lettre de recommandation, etc. CV. Il y a une épreuve écrite, donc un examen écrit qui a lieu généralement, je crois, courant février-mars. Et puis après, il y a un oral courant fin avril, qui a lieu à Lyon généralement, mais qui peut se faire aussi en distanciel. Et à l'issue de ce concours, les candidats sont classés et peuvent, comme un concours classique finalement, choisir l'école dans laquelle ils veulent aller. Donc voilà, on en est à la 2e année là pour cet internat. Il n'y a pas de raison de penser que ça ne perdure pas. Il y a quelques options à l'étranger, l'Université de Liège en Belgique, l'Université de Saint-Hyacinthe au Canada, enfin au Québec, propose également des internats en NAC. Donc voilà, c'est des choses qui sont aussi possibles. Alors je pense que eux, c'est sur dossier, je ne crois pas qu'il y ait de concours associés. Donc voilà, après, c'est sûr que ça reste pas beaucoup de place. Mais bon, généralement, ça reste accessible quand même. Ça répond à la question. Super, merci beaucoup. Ensuite, alors, j'ai une question pour Monsieur Arnay. Combien de vétérinaires finissent concrètement le cursus en tant que spécialiste en faune sauvage? Oula, je ne saurais pas vous dire, parce que là, si on parle de spécialistes, donc du coup, c'est des personnes qui auraient validé une résidence en passant l'examen du collège européen. Donc, je parle sous le contrôle de Thomas, mais donc ça concerne la médecine zoologique avec les différentes possibilités d'activité. Ensuite, les sous-parties, puisque effectivement, Thomas est spécialiste en aviaire, c'est une des composantes de la médecine zoologique. Alors j'ai vu que dans les questions, il y avait questions portant sur la possibilité d'exercer au niveau de l'Europe. En fait, c'est un examen qui est européen, qui donne un diplôme, effectivement, qui est reconnu au niveau européen, comme d'ailleurs le diplôme de docteur vétérinaire est reconnu au niveau européen. Donc je ne saurais pas vraiment dire combien il y a de spécialistes en Europe. En France, en fait, bon, je parle là aussi sous le contrôle de Thomas, il y a une contrainte forte qui est liée au fait que Thomas vous a parlé du mentorat. Effectivement, le nombre de places est limité pour la résidence parce qu'il faut que le résident soit encadré par une personne qui est diplômée. Or, pour l'instant, en France, on a un petit nombre de personnes qui sont diplômées en médecine zoologique, donc le nombre de places qui sont ouvertes en résidence sont aussi limitées. Je ne sais pas si tu as le chiffre en France, Thomas, pour les résidences, mais ne Oui, serait-ce qu'en oui. oiseau, tu pourrais. Non, ça dépend un petit peu, oui, des spécialités. Donc, au niveau du collège européen, il y a 5 sous-spécialités. Enfin, ils n'aimeraient pas que j'appelle ça des sous-spécialités. 5 ouais, voies, quoi, Domaine. voilà, domaine. Donc, ça a été divisé en domaine petits mammifères, domaine oiseaux, domaine reptiles, médecine de zoo, donc parc zoologique, et médecine faune sauvage, entendre par là plutôt l'aspect épidémiologique, médecine de population. À l'heure actuelle, en France, il doit y avoir à la louche 5 ou 6 sites de résidence en petits mammifères. À ma connaissance, à l'heure actuelle, seulement un, c'est nous, en oiseaux. Bientôt 2 normalement. En médecine des reptiles, il n'y en a qu'un. En zoo, il doit y en avoir au moins 2. Donc il y a le zoo de Vincennes et le zoo de Beauval. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres en France. Et en faune sauvage, il n'y en a pas. On doit avoir 2 diplômés en France, je crois, en faune sauvage, mais Oui, qui c'est n'ont ça. pas ouvert de résidence à ma connaissance. Donc voilà, ça reste assez limité. Et c'est vrai que pour les gens qui veulent suivre une spécialisation comme ça, beaucoup vont aussi se tourner à l'étranger. Ce qui n'est pas forcément évident non plus, parce que pour vous donner une idée, en médecine aviaire, par exemple, à l'heure actuelle, il doit y avoir dans le monde entier 6 ou 7 sites de résidence au maximum.
Donc voilà, mais ça reste un niveau vraiment encore plus élevé, quoi. On est après l'internat et on peut tout à fait faire de la bonne médecine de faune sauvage ou de zoo, de nouveaux animaux de compagnie, sans forcément se spécialiser. La spécialisation, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu au-delà. Il faut être conscient que ça demande une très forte détermination, hein. Déjà, les études vétérinaires, vous savez que c'est quand même long, hein. Donc après, il faut s'inscrire sur une durée supplémentaire, sur un parcours qui est très exigeant aussi, et avec un examen qui est difficile à la fin, hein, donc qu'on passe en anglais. Donc il faut avoir une très forte détermination et que le jeu envahit la chandelle ensuite, voir si effectivement Mm. on veut vraiment aller au bout de ce parcours. Voilà. Très bien, merci. Et donc, il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de retourner faire un internat en France après avoir fait ses études vétérinaires à l'étranger. Oui, il suffit de passer le concours. Enfin, il suffit. Enfin, si, il suffit de passer le concours. Après, encore faut-il l'avoir. Mais oui, le concours des internats français, en tout cas, est ouvert à tout docteur vétérinaire dont le diplôme est reconnu en France. Donc tout dépend de ce qu'on entend par études à l'étranger. Si c'est études au sein de l'Union européenne, dans des écoles qui sont, alors c'est un peu technique, mais accréditées par la 3EV, donc c'est un organisme qui accrédite les écoles. A priori, il n'y a aucun souci, puisque les diplômes sont automatiquement reconnus par l'ordre des vétérinaires français. Après, c'est sûr que quand on est sur des études dans des pays, déjà sur d'autres continents, par exemple, là, tout dépend des possibilités d'équivalence de diplôme. Donc là, ça devient plus du cas par cas. Très bien, merci beaucoup. Il y a une autre question qui est, quelles sont les écoles vétérinaires possédant un hôpital pour animaux sauvages et est-ce que les étudiants peuvent y effectuer des stages? Alors, il y a 3 écoles, donc l'école de Nantes, l'école de Toulouse et Alfort, qui possèdent un centre. Et les étudiants, effectivement, peuvent, alors selon des modalités différentes, accéder à ces structures, soit dans le cadre du cursus obligatoire, soit dans le cadre d'un bénévolat et y faire des stages pendant leurs études, oui. Parfait, merci. Euh, Est-ce que les études comportementales dans la faune sauvage existent ou pas du tout? Alors oui, bien sûr, je parlais des parcours universitaires notamment. Il y a beaucoup d'étudiants quand ils partent sur des cursus recherche. Alors souvent, ça se limite au master 2, mais ensuite, ça peut aller vers la thèse d'université. Une des matières, une des disciplines qui est la plus attractive, dans laquelle il y a beaucoup de vétérinaires qui s'engagent, c'est justement l'éthologie, dont le support peut être des animaux domestiques, mais aussi des animaux sauvages. Donc c'est aussi possible effectivement de faire de l'éthologie sur des animaux sauvages. Super, merci. Euh, je passe un petit peu de faune sauvage à NAC. Est-ce que la NAC, aujourd'hui, c'est quelque chose de très fréquent en clinique ou pas encore? C'est-à-dire les animaux, Mac? Oui, D'accord. Oui, enfin, les NAC sont en plein essor, tout simplement parce que en fait, la médecine des animaux de compagnie n'a cessé d'augmenter dans les dernières décennies, hein. Il faut avoir conscience que dans les années 50-60, la médecine des animaux de compagnie existait assez peu, hein. Les gens faisaient assez peu soigner par les vétérinaires, leurs chiens, leurs chats. Ça a commencé avec les chiens. Le premier NAC, ça a été le chat, hein, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, hein, où les gens ont commencé à faire soigner leurs chats. Avant, c'était inenvisageable. Les gens ne considéraient pas les chats comme des animaux dignes, a priori, d'être soignés. Et puis maintenant, on passe aux autres espèces, donc les furets, les lapins, les rongeurs, les oiseaux. Et donc de plus en plus, un animal très en vogue à l'heure actuelle, c'est la poule. On voit de plus en plus de poules en médecine vétérinaire. Et ça, c'est vrai sur tout le territoire. C'est-à-dire que vous soyez dans un centre spécialisé qui a un service spécialisé en nouveaux animaux de compagnie ou dans un cabinet ou une clinique vétérinaire en ville, en province, n'importe où. Euh, les, les collègues, enfin les confrères sont tous unanimes. Il y a de plus en plus de NAC qui sont présentés dans leur clinique. Et d'ailleurs, il y a également de plus en plus de vétérinaires qui recherchent des formations dans ces domaines pour se mettre à niveau, se mettre à jour quand ils n'ont pas forcément pu avoir accès durant leurs études à ce type de connaissances ou de compétences. très bien, merci. Je vais revenir un petit peu sur la spécialisation en faune sauvage. Quelqu'un demandait dans le chat
Est-ce que les vétérinaires généralistes doivent faire la spécialisation faune sauvage pour soigner occasionnellement les animaux de faune sauvage? Non, non, pas du tout. En fait, l'activité vraiment de la spécialisation, on parle bien de la réalisation d'un internat et d'une résidence, donc c'est un engagement sur 4 années supplémentaires, plus le passage de l'examen. Donc là, on est vraiment dans une activité qui est beaucoup plus poussée que l'obtention du simple diplôme. Donc c'est vraiment des gens qui vont rechercher une activité, si elle n'est exclusive, en tout cas qui est très majoritairement en lien avec l'effort qu'ils auront consenti et le développement des compétences qu'ils auront pu acquérir. Ensuite, il y a beaucoup de vétérinaires généralistes qui peuvent intervenir ponctuellement avec la faune sauvage parce que le diplôme vous autorise à soigner des animaux qui relèvent des compétences exclusives des vétérinaires. Donc, si vous estimez compétent pour pouvoir soigner les animaux sauvages, vous pouvez le faire, bien sûr, tout en étant généraliste. Et est-ce que c'est possible de faire la spécialisation quelques années après avoir obtenu le diplôme de vétérinaire ou il faut le faire directement après l'obtention du diplôme? Non, oui, ça, c'est ce que j'expliquais, hein, qu'il y a énormément de parcours. Effectivement, on parle souvent du parcours classique, internat, résidanat. Alors déjà, il faut avoir conscience que c'est assez rare de réussir à avoir une résidence juste après l'internat. Généralement, on obtient des résidences plutôt 2, voire 3 ans après la fin des études vétérinaires, parce que la plupart des superviseurs demandent une certaine expérience finalement. Alors après, il faut avoir conscience qu'une résidence, c'est du travail. C'est du travail payé. Enfin, je veux dire, on est vétérinaire à ce moment-là. On est vétérinaire, on travaille comme vétérinaire, et en plus du travail comme vétérinaire, on suit ce programme de spécialisation. On n'est plus dans un système d'études vétérinaires, hein. On est rémunéré et on est déjà dans la vie active, c'est ça que je voulais dire. Et après, une résidence, ça peut se faire à n'importe quel moment de sa vie. Alors après, évidemment, vu ce que ça impose, plus on attend, plus c'est potentiellement compliqué parce que on a aussi tous une vie personnelle et des perspectives qui font que plus on avance dans la vie, plus on a de choses, de contraintes et de responsabilités qui se rajoutent. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile de le faire le plus tôt possible. Mais dans tous les cas, ça ne peut enfin, en fait, il y a un minimum. Ça ne peut pas se faire directement après l'école. Il faut obligatoirement avoir fait au moins un internat avant, voire 2 ans même. Mais par contre, il n'y a pas de limite maximale. Et puis, il faut qu'il y ait des places, comme tu le disais, Et puis et pas après, voilà. forcément des places ouvertes de Hmm. résidence. Donc c'est ça aussi, c'est que parfois, juste on est contraint d'attendre parce qu'un programme de résidence durant 3 ans, quand un superviseur prend un résident, ça veut dire que la place est bloquée pour 3 ans à cet endroit. Très bien, merci beaucoup. Je vais grouper deux questions qui concernent les vétérinaires de zoo. Est-ce que c'est essentiel d'avoir une spécialisation pour devenir vétérinaire de zoo ou alors est-ce que des stages suffisent? Alors c'est toujours pareil, c'est la même réponse que ce qu'a fait Pascal tout à l'heure pour la faune sauvage. Le diplôme vétérinaire, diplôme vétérinaire entre guillemets de base, hein, c'est pas du tout pour le dénigrer, euh, permet de soigner n'importe quel animal. Quand on est vétérinaire, on a ce mandat qui nous permet de pratiquer la médecine vétérinaire sur n'importe quel animal. Alors après, c'est à nous de juger en notre âme et conscience si on se sent compétent pour soigner l'animal qui nous est présenté. Donc voilà, vous pouvez tout à fait devenir vétérinaire de zoo. Alors après, c'est sûr que les zoos, a priori, ne vous prendront pas en tant que leur vétérinaire juste après l'école si vous n'avez aucune expérience en médecine de zoo. Donc cette expérience, elle va s'acquérir via des formations complémentaires, via des stages, effectivement. Alors comme il n'y a pas énormément de formations complémentaires, ça va surtout être du stage, effectivement. La spécialisation, elle, c'est vraiment c'est vraiment une plus-value. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un diplôme de spécialiste, vous aurez plus de chances de trouver, vous serez plus attractif sur le marché du travail en tant que vétérinaire de zoo, donc vous aurez plus de chances de trouver une bonne position. Mais voilà, si vous regardez les zoos en France à l'heure actuelle, vous avez moins de zoos qui hébergent des spécialistes que l'inverse. Après, c'est une question de recrutement, une politique de recrutement des zoos aussi. Les grosses structures peuvent être plus enclines à recruter des spécialistes que des généralistes, mais là aussi, ça dépend des structures Ça dépend de leur budget également. et de leur budget. Parce que vous avez aussi beaucoup de structures zoologiques qui n'ont pas de vétérinaire, qui juste font intervenir un vétérinaire Local. local, quoi, qui du coup soit a une compétence particulière, soit s'est formé du coup pour pouvoir répondre à cette demande. Donc
voilà, il y a plein, comme je vous dis, il y a plein de situations, hein. À l'heure actuelle, les choses sont pas sont encore très, très lâches à ce niveau-là. Super, merci. Il y a une question également. Alors, il demande, est-ce qu'il y a une école vétérinaire privilégiée pour faire des NAC ou de la faune sauvage? Bah, Alfort, évidemment. Je plaisante. Non, en vrai, en réalité, disons qu'il y a ça dépend un petit peu ce que vous voulez faire. En faune sauvage, je pense que, effectivement, Alfort, Nantes et Toulouse, seraient à privilégier parce que, si vous allez à Lyon, vous n'avez pas sur place, de centre de faune sauvage, donc c'est un petit peu plus difficile, de se faire la main dessus. Pour ce qui est des NAC, il y a un service NAC dans les 4 écoles. Après, la petite différence, ça va être qu'à Toulouse, vous avez, un spécialiste en médecine des petits mammifères, et qu'à Alfort, vous avez 2 spécialistes, donc moi-même en aviaire et mon collègue Charlie Pignon en petits mammifères. Voilà. Après, bon, ça ne veut pas forcément dire que, par exemple, à Nantes, où il y a un service NAC sans spécialiste, c'est un mauvais service ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ils sont tout aussi compétents et vous serez tout aussi formés. Après, c'est aussi des préférences de type d'école, des préférences de géographie qui peuvent également vous guider. Et puis de ce que vous voulez faire après, hein, c'est toujours pareil, hein. Et à Lyon, je dirais, pour pas laisser dans l'obscurité cette école. Donc, ils n'ont pas de centre de soins, mais par contre, ils ont des très fortes compétences en épidémiologie de la faune sauvage et en autopsie aussi de la faune sauvage. Mm. Donc là, c'est plutôt pour les gens qui sont intéressés par la faune sauvage libre et des études, des recherches plutôt de ce type-là et moins en lien avec le soin Mm. proprement dit. Mais voilà, ce qu'on proposera moins à Alfort, par exemple, ce type de choses. Super, merci. C'était très clair. Il y a une question. Alors, est-ce que c'est légal ou pas pour une clinique généraliste de détenir de la faune sauvage quand, par exemple, quelqu'un leur apporte un animal blessé? Alors, là, pour la réglementation, elle est très claire, hein. Théoriquement, le prélèvement, la capture et la détention des animaux sauvages est interdite. D'accord? Mais il y a une dérogation, c'est lorsque l'animal est en détresse. Donc, lorsque l'animal est en détresse, vous avez un particulier a la possibilité, évidemment, en sécurité, de prélever l'animal et il doit l'amener par le plus court chemin et dans les plus brefs délais chez un vétérinaire. Donc, c'est ce que dit la réglementation. Ça veut dire que le vétérinaire est déjà reconnu comme une option ou vers un centre de soins. Le problème des centres de soins, c'est qu'il n'y en a pas partout. Une fois arrivé chez le vétérinaire, si le vétérinaire n'a pas d'autorisation particulière et si l'animal ne nécessite pas de soins qui relèvent de sa compétence, c'est-à-dire des soins vétérinaires, dans ces cas-là, le vétérinaire ne doit pas garder l'animal et il doit le confier à un centre de soins. Par contre, si l'animal en détresse présente un état qui justifie des traitements vétérinaires, c'est au vétérinaire de décider s'il s'estime compétent pour entamer ses soins. Il peut procéder à ses soins, mais dès lors que l'animal ne nécessite plus les soins, il devra être transféré vers un centre de soins. Voilà, donc en fait, la règle, c'est l'animal relève de la compétence exclusive du vétérinaire, il peut être pris en charge à condition que le vétérinaire s'estime compétent pour le faire. Très bien, merci. Est-ce que c'est possible de combiner l'activité de recherche et de soins de la faune sauvage? Alors, l'activité de recherche, c'est quand même une activité qui est extrêmement prenante, hein. On pourrait dire que c'est une activité qui doit être menée à temps plein si on veut avoir des résultats pour s'investir dessus. Après, ça dépend de ce qu'on appelle recherche, hein. Il y a beaucoup de vétérinaires qui peuvent être impliqués dans des programmes, des petits programmes de recherche, y compris des vétérinaires praticiens qui peuvent s'impliquer avec des associations, avec des équipes de recherche, participer, par exemple, les vétérinaires qui peuvent être amenés, comme je le disais tout à l'heure, à travailler dans des réseaux d'échouage des cétacés ou participer aux captures de bouquetins, participer dans les Alpes, par exemple, pour procéder à des examens sur ces animaux-là. Vous avez la possibilité d'être intégré dans des programmes de recherche, d'être partie prenante de programmes de recherche. Si on veut faire maintenant de la recherche pure et dure, entre guillemets, ça demande un investissement qui peut être plus conséquent, hein, qui peut être mené dans le cadre d'une activité d'enseignant type enseignant-chercheur dans les écoles vétérinaires, ou alors d'activité de chercheur pur. Mais dans ce cas-là, on est plutôt dans des équipes de recherche. Pour compléter,
en sachant que oui, ça dépend de ce qu'on appelle recherche, oui, c'est ça. C'est-à-dire Oui. sur des gros programmes de recherche, effectivement, ça demande un statut de chercheur qui fait ça à temps plein finalement. Après, le vétérinaire, au sein de son activité, peut aussi utiliser son activité comme matériel de recherche, et ce, même en faune sauvage. Il y a des vétérinaires, par exemple, j'imagine, comme par exemple à l'école de Lyon, s'ils ont un bon service de pathologie, donc d'autopsie des animaux sauvages, ça génère des données. Parce que vous observez, vous voyez passer plein d'animaux sauvages avec diverses pathologies. Vous pouvez faire de la description de quelles sont les pathologies qui vont être les plus fréquentes chez quelle espèce, etc. Ça, c'est déjà des résultats intéressants dans les suivis de population qui peuvent être publiés. À l'échelle des NAC, par exemple, nous, on pratique pas mal de recherche clinique. C'est-à-dire parce que ce que je vous ai présenté dans ma présentation, tout simplement. Donc, vraiment des choses pour faire avancer les pratiques médicales sur ces diverses espèces animales. Donc voilà, le vétérinaire, généralement, va s'inscrire vraiment dans une recherche très appliquée, quoi, si c'est fait en parallèle de son activité. Sinon, effectivement, on s'oriente plus vers des cursus de recherche un peu plus purs. Très bien, merci. Alors, je vais une nouvelle fois revenir sur la spécialisation. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut travailler hors de l'Europe avec le diplôme de spécialisation et qu'est-ce qui se passe si ce diplôme n'est pas validé? Alors, en fait, le diplôme de spécialisation n'ouvre à aucun droit. Un diplôme de spécialisation, c'est juste une reconnaissance comme quoi on a acquis une compétence d'excellence dans un domaine. Donc voilà, c'est un titre de reconnaissance par nos pairs, par nos collègues, par le public également, pour dire, si je prends mon exemple, moi j'ai acquis, je suis censé être de state of the art, donc vraiment à la pointe de ce qui se fait en médecine des oiseaux. Mais ça ne me donne pas plus ou moins de droits que n'importe quel vétérinaire pour soigner ces oiseaux, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Ce qui donne le droit de faire pratiquer la médecine vétérinaire, c'est le diplôme vétérinaire. Donc, si vous êtes détenteur d'un diplôme vétérinaire français, par exemple, votre diplôme est reconnu automatiquement dans l'Union européenne, mais par exemple, pas aux États-Unis. Si vous voulez aller travailler aux États-Unis, vous devrez passer une équivalence aux États-Unis pour que votre diplôme soit reconnu là-bas. Et donc après, ça dépend des pays. Selon hors UE, il y a des pays qui ont des partenariats avec la France pour que le diplôme soit automatiquement reconnu ou reconnu via des équivalences allégées. Et d'autres pays, je reprends l'exemple des États-Unis, où là, il n'y a pas d'accord particulier et donc il y a tout un examen à repasser pour démontrer qu'on a les compétences en tant que vétérinaire pour exercer dans le pays visé. Mais la spécialisation est complètement indépendante de cet aspect-là. Très bien, merci. Est-ce que c'est possible de se spécialiser en animaux marins? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de spécialisation, en tout cas européenne, dans ce domaine. Après, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une activité dans laquelle s'engager parce que avec les menaces qui pèsent notamment sur la faune sauvage, enfin les cétacés captifs en Europe, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand avenir pour des vétérinaires. Après, on peut éventuellement développer des compétences, ça existe dans la connaissance des cétacés, mais plutôt sur des domaines de recherche, je dirais, a priori, justement en lien avec les réseaux d'échouage, le réseau national d'échouage ou des études qui peuvent se faire dans les terres australes et antarctiques françaises, par exemple. Il y a pas mal d'études qui se font, notamment sur les cétacés ou sur les pinnipèdes, par exemple, les phoques et apparentés. Et pour compléter, en fait, les spécialisations, en tout cas en faune sauvage en Europe, sont plus larges que ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas de spécialisation en animaux marins, tout comme vous n'avez pas de spécialisation en perroquets ou de spécialisation en lapins. Les perroquets sont inclus dans la spécialisation de médecine des oiseaux, les lapins dans celle de médecine des petits mammifères. Les animaux marins, vous allez les retrouver dans la spécialisation de zoo pour ce qui concerne les animaux marins captifs, c'est-à-dire qu'un vétérinaire qui veut se spécialiser en médecine des zoos a son examen et donc dans ses études, dans son programme d'études, il aura des choses à savoir sur les dauphins, les cétacés, je veux dire, également sur les poissons, également sur les requins, etc. Et en faune sauvage, j'imagine que c'est pareil pour la spécialité faune sauvage, pour l'aspect, cette fois-ci, animaux marins sauvages. Donc finalement, il n'y a pas de spécialisation à part entière, en fait, ils sont intégrés dans certaines des sous-spécialités. Très bien, merci.
Est-ce que c'est possible de faire des missions humanitaires dans la faune sauvage ou autre? Alors, c'est possible. D'un point de vue large, il y a une association, par exemple, qui s'appelle Agronomes Vétérinaires Sans Frontières. Donc là, ça ne concerne pas forcément la faune sauvage, mais ça concerne des missions humanitaires avec des programmes qui existent dans différents pays, Afrique, Asie, Amérique du Sud. Et puis, on peut aussi éventuellement participer à des missions en lien avec la faune sauvage. Il y a pas mal de centres où se trouvent d'ailleurs des Européens qui offrent des opportunités de faire des stages, par exemple, sur des thématiques de primatologie, par exemple en Indonésie ou en Afrique, la possibilité d'accéder par le biais d'associations éventuellement à la possibilité de faire des stages en lien avec de la faune sauvage. Ouais. Super, merci. Je vais une nouvelle fois revenir à la spécialisation. Combien il y a de personnes environ qui obtiennent le diplôme par an, le diplôme de collège, en collège? Enfin, si on parle du collège de médecine zoologique, du coup, pour ce qui concerne la faune sauvage, parce que des spécialisations, vous en avez dans plein d'autres aspects, hein, comme je l'ai évoqué, de la médecine. On parle de environ 5 ou 6 personnes par an, à peu près, à l'heure actuelle, ouais, je pense. Ça dépend des années, hein, des fois un peu moins, des fois plus, mais Super. Et est-ce que c'est possible de le repasser si jamais on échoue? oui, on a le droit à 4 tentatives sur 8 ans. L'examen a lieu une fois par an. Et donc, bah, si on rate à la quatrième tentative, on doit refaire la résidence. Et si on attend trop longtemps pour le passer, parce qu'on n'est pas obligé de le passer immédiatement après le programme de résidence, mais si on attend trop longtemps et qu'on dépasse 8 ans après la fin du programme de résidence, là aussi, on n'est plus autorisé à passer l'examen et donc à recevoir le titre de spécialiste. Très bien, merci. Il y a quelqu'un qui aimerait revenir sur le programme de Vétérinaires sans frontières. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus le détailler ou pas? Bah, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que les agronomes vétérinaires sans frontières vont employer des personnes qui sont diplômées, des agronomes ou des vétérinaires, et ensuite il y a des relais. Alors ça dépend des écoles et ça dépend de la dynamique des étudiants, des relais sous forme d'associations étudiantes qui peuvent participer à ces programmes, mais ça, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment très lié. Je ne sais même pas si ça existe encore à l'ENVA, si c'est encore une association qui est active. Elle a été pendant pas mal d'années. Mais là, je parle de l'association étudiante, donc je ne sais pas du tout, mais je pense qu'on peut trouver des infos sur l'association mère, c'est-à-dire les agronomes et les vétérinaires sur le net. Super, merci. Alors là, il y a une question donc, qui demande comment travailler dans la préservation des espèces dans des réserves naturelles. Bah, là aussi, hein, c'est des opportunités, je pense, qui peuvent se présenter. Alors, c'est vrai que dans les réserves naturelles, si on parle des réserves naturelles en France, le vétérinaire présente un avantage, c'est que s'il a une double compétence, par exemple, il va faire un cursus complémentaire en écologie ou en éthologie, ça peut intéresser les réserves naturelles parce qu'au lieu d'avoir à payer deux personnes s'ils ont besoin d'un vétérinaire, un vétérinaire et un écologue ou un vétérinaire et un éthologue, s'ils ont une seule personne à payer qui a la double compétence, ça peut être intéressant. Donc il y a quelques vétos qui travaillent dans des réserves. Effectivement, y compris en France. Après, à l'étranger, ben, ça va dépendre des opportunités. Je ne saurais pas en dire plus, mais il y a des vétérinaires qui interviennent dans l'encadrement d'un certain nombre de parcs nationaux, notamment en Afrique, qui surveillent la santé des populations animales dans les parcs nationaux. Super, merci. Là, il y a des questions sur les stages, donc particulièrement en faune sauvage. Comme c'est un milieu qui est assez bouché, qu'est-ce que vous conseilleriez pour obtenir des adresses pour faire des stages? Alors, des adresses, je pense que déjà, il faut rentrer dans une école. À mon avis, comme c'est des secteurs qui sont assez concurrentiels, c'est comme les parcs zoologiques, c'est déjà très difficile, enfin, je parle sous le contrôle de Thomas, de pouvoir obtenir des stages au tout début du cursus vétérinaire. Donc, je ne parle même pas avant, parce que finalement, les zoos vont être intéressés par des étudiants qui ont déjà un corpus
de connaissances et de compétences de base, y compris en clinique, donc vont attendre un petit peu qu'on ait progressé. Et surtout, comme je le disais, au début, on peut avoir une idée un petit peu fantasmée de la faune sauvage, mais très rapidement, on va voir que le métier vétérinaire, c'est plein de facettes différentes. Et au bout de 2-3 ans, on peut complètement changer d'avis, se dire, bon, bah, finalement, la faune sauvage, c'est pas pour moi. Donc déjà, attendre un petit peu ou prendre le temps de la réflexion, ça peut être intéressant. Et puis ensuite, bah, il faut se rapprocher des structures d'intérêt, il faut se renseigner. Il ne faut pas penser, là, quand Thomas a parlé de détermination, je pense que c'est un élément qui est très, très important. C'est-à-dire qu'il faut aller démarcher les structures dans lesquelles on souhaite aller, éventuellement prendre le temps de leur demander ce qu'ils souhaitent qu'on développe de notre part, et éventuellement aller chercher des compétences ou des connaissances particulières pour répondre à leurs demandes. Et si vous montrez que vous avez envie, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut rentrer dans le réseau. Et si vous donnez toute satisfaction dans un stage, comme ce sont des réseaux qui sont un petit peu restreints, finalement, vous faites la bonne opinion qu'aura votre premier maître de stage sera importante pour vous, pour votre avenir, parce que les gens communiquent entre eux et on saura que vous êtes un stagiaire intéressant. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on va se construire le réseau. Mais il ne faut pas penser que là, il suffit de piocher dans une liste d'adresses et puis que les stages vont tomber tout crus comme ça. Il faut vraiment montrer qu'on a plus envie que les autres. Ce qui peut vous aider aussi, c'est, mais ben, encore une fois, ça doit se faire après l'entrée en école, bien sûr, mais il y a des associations étudiantes qui se centrent un petit peu plus sur la faune sauvage. Je pense par exemple à l'association Yabumba Junior, qui est assez proactive, en tout cas à l'ENVA, je pense dans d'autres écoles françaises aussi. Donc voilà, eux, ils peuvent avoir un petit peu des adresses déjà un peu connues, qui sont connues en tout cas pour prendre des stagiaires peut-être un peu plus facilement que d'autres structures. Et puis après, ça va être beaucoup aussi du petit réseau interne, c'est-à-dire d'essayer de vous mettre en contact avec des étudiants dans les années un peu au-dessus, qui ont réussi à obtenir ce type de stage, et donc de voir où est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces stages, etc. Ça aussi, ça peut vous aider, quoi. Mais non, effectivement, il n'y a pas une liste centralisée où vous pourrez trouver sur une page internet, voici la liste des eaux qui vous accepteront en stage si vous leur demandez, quoi. Ça, c'est vrai que vous n'aurez pas. Et puis après, il y a les processus d'acceptation des stagiaires qui sont très différents sur les structures. Vous avez des petites structures qui vont être d'accord pour prendre, enfin qui ne prennent pas de stage. Vous avez d'autres structures de stagiaires, il y en a d'autres qui vont prendre des stagiaires occasionnellement parce que voilà, un CV ou une recommandation qu'ils auront vu passer leur aura fait envie et bon, ils vont tenter le truc, mais ils vont refuser les autres. Et puis ça peut aller jusqu'à la grosse structure qui elle a tout un processus de sélection et qui chaque année va faire des campagnes de recrutement de stagiaires pour certains moments avec demande de CV, etc. Comme c'est quelque chose qui se fait par exemple pour les stages d'été dans les écoles vétérinaires. Chaque année, on prend des stagiaires l'été dans les différents services à l'ENVA, à l'hôpital, dont notre service, le service NAC, pour aider un petit peu aux activités cliniques et puis pour former du coup des étudiants de manière un peu plus renforcée. Très bien, merci. Je suis en train de dérouler un petit peu les questions. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est spécialisation, faune sauvage et NAC. Après, là, ça vient un petit peu plutôt sur les entretiens de motivation, tout ça. Donc, je réoriente un peu les gens en fonction, plutôt sur d'autres conférences. Euh, voilà, je ne sais pas si les participants ont d'autres questions. Il y a quelqu'un qui demande par qui sont accessibles les stages d'été. Ça s'adresse aux étudiants vétérinaires. Quand on parle de stages d'été au sein des hôpitaux, enfin si vous parlez bien des stages d'été dans les écoles. Après, au sein des écoles, ça peut nous arriver dans certains cas d'accepter des stagiaires non veto, mais c'est quand même assez rare. C'est vraiment sur des cursus très particuliers, certains cursus universitaires par exemple, ou des choses comme ça, mais bon, ça va être quand même assez rare, tout simplement parce on propose des stages d'activité clinique, donc si en face de nous, on a des gens qui n'ont pas de notion finalement de médecine vétérinaire, c'est intéressant pour personne, ni pour nous, ni pour le stagiaire, parce que il va suivre des activités tout au long de la journée qu'il va pas vraiment comprendre. Et ça n'a pas forcément d'intérêt finalement enfin, pour sa formation, quoi. Après, bon, il peut y avoir
des stages de découverte éventuellement, mais ça malheureusement c'est très limité parce que ça demande de l'encadrement. Nous, c'est plus facile d'avoir accès à la faune sauvage, à la clinique faune sauvage, quand on est non vétérinaire, à la condition qu'on soit majeur et que ça soit des stages entre 2 et 8 semaines. Super, merci. Il y a des gens également qui demandent comment tenir un discours réaliste lors des entretiens pour évoquer un vœu de pratiquer dans de la faune sauvage, comme c'est un métier qui est assez bouché. Voilà, ils se demandaient comment orienter la chose. Dans ce genre de choses, je pense que, enfin, en tout cas, pour avoir déjà, alors j'ai jamais été jury pour ce type d'entretien que vous mentionnez. Par contre, j'ai déjà été jury sur d'autres types d'entretiens, typiquement pour les internats ou les choses comme ça. Généralement, ce qu'on va évaluer et ce qui va marquer un petit peu un jury, c'est la maturité du projet. C'est-à-dire d'avoir en face de nous quelqu'un qui dit je veux faire de la faune sauvage, et c'est tout. Enfin, qui juste dit que la faune sauvage, ça l'intéresse parce que il aime bien les animaux sauvages ou j'en sais rien. Bon, ok, mais il n'y a pas plus de réflexion que ça. On va se dire, c'est assez superficiel finalement comme projet. Quand on a en face de nous quelqu'un qui, on voit, a déjà réfléchi, dit, voilà, moi je veux faire de la faune sauvage et j'ai notamment vu qu'il y avait possibilité éventuellement dans telle structure d'aller faire des stages pour se renseigner, ou c'est vraiment ce type de faune sauvage que je vais faire. On sent qu'on a quelqu'un en face de nous qui comprend un petit peu les différents types de métiers vétérinaires de faune sauvage. Là, tout de suite, on sent qu'il y a une implication personnelle et qu'il y a une réelle motivation. Donc, le projet aura l'air d'avoir plus de sens, quoi. Mais ça, c'est vrai pour tout, en fait, que vous vouliez faire de la faune sauvage, de la médecine équine, de la recherche, de la santé publique, enfin, j'en sais rien, tous les différents métiers vétérinaires. Finalement, dans un entretien, ce qui vous fait briller, entre guillemets, c'est vraiment la cohérence et la maturation de votre projet professionnel. Sans que ça vous engage. Oui, moi j'ai participé à ce type de recrutement. C'est vrai que c'est très très discriminant parce que des étudiants font l'effort de faire des recherches approfondies, quel que soit le domaine, qu'on veuille faire de l'équine, de la canine, la rurale, etc. L'élément qui permet de discriminer les étudiants, c'est l'authenticité de la demande et avoir bien identifié les enjeux et les contraintes qui sont liées à l'activité à laquelle on souhaite aboutir. Donc ça demande vraiment des recherches assez approfondies. Merci beaucoup. Il y a une personne qui a levé la main. J'invite cette personne à poser la question plutôt dans le chat. Ce sera plus simple, je pense. Alors, je suis désolée, on va revenir sur quelque chose, je pense que vous avez déjà dit. Quelqu'un se demande si la spécialisation en herpétologie est dispensée par toutes les écoles. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un enseignement en herpétologie, donc c'est un enseignement qui s'inscrit dans un enseignement NAC, donc de base, à la base, ça c'est fourni dans les 4 écoles. Si on parle d'un programme de résidence, c'est-à-dire une spécialisation pour devenir spécialiste européen en herpétologie, aucune école ne le propose. Il n'existe qu'un seul site de résidence en France et c'est au sein d'une clinique privée à l'heure actuelle. Donc voilà, encore une fois, le programme de spécialisation, c'est après les études. Donc ça s'inscrit pas forcément au sein d'une école vétérinaire. Les écoles vétérinaires, au sein de leur centre hospitalier universitaire, proposent certains types de programmes de résidence, mais il y a énormément de cliniques privées, ou d'hôpitaux privés qui en proposent également. J'en suis la preuve, j'ai effectué ma résidence dans un centre hospitalier privé. Très bien, merci. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ou alors ce sont des questions auxquelles nous avons déjà répondu. J'en profite pour inviter les participants à revisionner des conférences qui ont eu lieu ce matin et cet après-midi. Elles seront disponibles en replay dès lundi sur le site de l'ENVA et qui répondront certainement à des questions auxquelles nous n'aurons pas répondu dans cette conférence.
parce que le sujet n'est pas forcément lié. Voilà, donc il y a eu la présentation du cursus vétérinaire, la voie post-bac la première année, l'exercice vétérinaire en milieu urbain, l'exercice vétérinaire équin et l'exercice vétérinaire en milieu rural. Voilà, donc profitez-en. Et on va peut-être finir, il y a une dernière question qui revient souvent, qui est très très précise, c'est comment on enlève le venin des serpents, des araignées venimeux. On le fait pas. La réponse est assez simple. C'est pas quelque chose, qu'on pratique généralement. Alors, il y a des techniques qui existent de déglandage. Enfin, c'est des glandes à venin. Alors, sur les serpents, sur les araignées, il me semble pas que ça se fasse. Sur les serpents, on peut éventuellement enlever les glandes à venin. Mais à ma connaissance, c'est pas une pratique qui est acceptable en France. Je pense que ça doit faire partie, ça doit tomber sous la législation des mutilations, je pense. Donc, non, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est proposé. Et d'ailleurs, pour posséder des venimeux, la réglementation est très stricte d'ailleurs en France. Là-dessus, pas n'importe qui peut posséder un animal venimeux. Et il y a des contraintes de compétences et des contraintes aussi d'espace, comment dire, d'espace fourni à l'animal, dans le sens d'avoir un endroit sécurisé qui fait que l'animal ne puisse pas s'enfuir et devenir dangereux pour le public ou les gens aux alentours. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer la conférence ici. Je vois pas d'autres questions pour l'instant, donc je pense que voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Arnay et Monsieur Coutan, pour votre temps et pour vos présentations. Je remercie également les participants de nous avoir suivis tout au long de la journée sur ce forum. Donc, je vous rappelle que les conférences seront disponibles en replay dès lundi. Et n'hésitez pas à suivre le NVA sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Voilà, nous sommes très, très actifs. Et puis, passez une bonne soirée. Voilà. Merci Merci beaucoup. Maureen, merci Merci Thomas, Maureen, merci à tous. Au revoir. merci à tous. Au revoir. Au revoir.